Rome s'éveillait sous un voile de lumière neuve. C'était le 26 avril de l'an 121. Dans les ruelles, les pas feutrés des serviteurs précédaient les appels des marchands. On entendait le claquement des sabots sur la pierre, le froissement des étoffes qu'on secouait aux fenêtres et le murmure de l'eau s'échappant des fontaines. Mais sur la colline du Caelius, le tumulte restait lointain. Ici, les jardins retenaient encore la fraîcheur de la nuit, et l'eau des bassins reflétait un ciel pâle. Des serviteurs, silencieux, ouvraient les volets avec précaution, laissant entrer la lumière par petites touches. C'est là, dans une chambre soutenue par de fines colonnes, qu'un cri nouveau se fit entendre. Rapide, aigu, presque fragile, puis bientôt apaisé dans des bras sûrs. On venait d'accueillir un fils, Marcus Annius Verus. Les murmures étaient bas, les gestes mesurés. La cire tiède brûlait doucement dans les lampes, et l'odeur du lin frais se mêlait à celle, discrète, du marbre poli. L'enfant grandit dans cette maison ouverte au jardin et aux portiques ombragés. Les murs peints de fresques aux couleurs profondes, les sols décorés de mosaïques fines, tout portait la marque d'une famille ancienne et respectée. Sa mère, Lucilla, cultivée et douce, lui offrait un amour discret, presque silencieux, mais profond. Elle parlait couramment le grec, échangeait des lettres avec des philosophes et des poètes, et savait que les mots, choisis avec soin, façonnent l'esprit autant que la pierre façonne un temple. Son grand-père, homme de rigueur, incarnait les vertus romaines: gravité, dignité, piété. Il se levait avant l'aube, et souvent le petit Marcus l'accompagnait dans son bureau. Là, il observait le balai des parchemins qu'on déroulait, des sceaux qu'on apposait, et des visiteurs venus demander conseil. Il apprenait sans qu'on lui dise que le pouvoir n'est pas seulement honneur, mais responsabilité. Les matinées commençaient par un repas simple: pain chaud, miel doré, vin clair, pris sous les colonnes en parlant du jour à venir. Puis venaient les leçons. Marcus apprit tôt à lire et à écrire, à tracer les lettres sur des tablettes de cire, à sentir sous ses doigts le léger relief du style. On lui lisait Homère, les épopées où des héros affrontent les dieux et les hommes, et il écoutait ces récits comme on écoute une musique qui traverse les siècles. Dans les jardins, il apprenait à observer le jeu des ombres sur les feuilles de figuier, la lenteur des tortues près des bassins, la régularité du vent dans les cyprès. La nature, silencieuse, lui offrait déjà une forme de leçon, celle de la patience et du retour éternel des choses. Parfois, l'après-midi, il accompagnait son grand-père dans les pièces ornées de portraits d'ancêtres. Chaque visage peint rappelait qu'une vie donnée au service de Rome, un nom qui ne devait pas être oublié. Dans ce silence peuplé d'ombres bienveillantes, Marcus comprenait que la mémoire est une forme de devoir. On le formait aussi au corps: monter à cheval, lancer la lance, tenir l'équilibre dans la lutte. Les exercices se faisaient dans le gymnase privé, entre les cliquetis des armes d'entraînement et les encouragements des maîtres. Il n'y avait pas de brutalité dans cet apprentissage, mais une exigence constante: être prêt le moment venu. Puis vint un silence plus lourd. Marcus n'avait que 3 ans lorsque son père mourut, brusquement. La maison resta la même, mais l'air sembla changer. Les pas dans les couloirs se faisaient plus mesurés, les voix plus basses. Dans ce vide, il découvrit, sans le comprendre encore, une vérité qui ne le quittera plus. Tout ce qui vit est destiné à passer. Sa mère, veillant sur lui avec une tendresse redoublée, lui offrit les mots pour apprivoiser cette absence.
Son grand-père, en continuant chaque matin ses tâches avec la même rigueur, lui montra qu'on peut rester droit même quand le cœur est lourd. Entre deux, Marcus apprit que la vie, faite de joies simples et de pertes inévitables, demande à la fois la sensibilité pour la ressentir et la force pour l'accepter. Les saisons se succèdent, et l'enfant est devenu un adolescent à la silhouette élancée, aux gestes mesurés. Ses journées s'ouvrent désormais sous la surveillance attentive de maîtres venus de Grèce et d'Italie, chacun porteur d'un savoir particulier. Dans une salle où la lumière tombe en biais par de hautes fenêtres, il s'assied sur un banc de bois, tablette de cire devant lui, et écoute. Les voix de ses précepteurs ne se ressemblent pas. L'une grave et lente, l'autre vive et tranchante. Mais toutes se rejoignent dans la précision, la rigueur et le respect du mot juste. Le grec occupe une place particulière dans son éducation. Les sons, plus souples que le latin, glissent avec naturel dans sa bouche, comme une langue faite pour raconter des histoires et poser des questions profondes. Il lit Homère à voix basse, s'arrêtant parfois pour sentir le rythme d'un vers, pour suivre du doigt la cadence des syllabes. Avec son maître venu d'Athènes, il s'aventure dans les dialogues de Platon, où chaque question en ouvre une autre, comme un chemin qui ne finit jamais. À côté de cette culture grecque, la discipline romaine veille, ferme et ordonnée. Les règles de rhétorique sont répétées jusqu'à ce que la voix ne tremble plus, même devant un auditoire sévère. On l'invite à défendre une idée, puis à en défendre l'opposé, non pour le plaisir de contredire, mais pour comprendre que la vérité se révèle souvent en plusieurs facettes. Les exercices sont exigeants et la fatigue se lit parfois dans ses yeux, mais il ne s'y dérobe pas. Peu à peu, il découvre que la parole, bien employée, peut apaiser un conflit aussi sûrement qu'une épée, et qu'une pensée claire pèse plus qu'un geste brusque. Cette prise de conscience s'accompagne d'une autre, plus intime. Il ne suffit pas de convaincre les autres, il faut d'abord se convaincre soi-même, ordonner son esprit comme on ordonne une maison. C'est dans ces années qu'il croise les premiers échos du stoïcisme. D'abord par bribes, une maxime, une anecdote, une image transmise par un maître. Puis par la lecture de textes qui parlent de maîtrise de soi, de détachement face aux événements, d'acceptation du monde tel qu'il est. Il s'étonne de trouver dans ces lignes anciennes des réponses silencieuses aux questions qu'il n'a jamais formulées à voix haute. Comment supporter la perte? Comment rester droit quand tout vacille? Comment tenir sa place dans un monde qui ne nous appartient pas? Il apprend à observer ses propres émotions, non pour les étouffer, mais pour les comprendre. La colère, la peur, la joie, tout cela passe, comme passent les nuages sur la mer. Ce qui reste, c'est la manière dont on les accueille. Certains soirs, seul dans le jardin, il marche entre les cyprès, laissant ses pensées se poser comme les oiseaux sur les branches. Le parfum du soir, le chant lointain d'un musicien, la fraîcheur qui descend, tout semble l'inviter au calme. Dans la maison, on le décrit comme réservé, attentif à tout ce qui l'entoure. Il parle peu, mais regarde beaucoup. Il remarque la manière dont un serviteur dépose un plateau, le pli d'un vêtement, la nuance d'ombre sur une fresque au milieu de l'après-midi. Ce regard patient, il le porte aussi sur la nature, le jeu des reflets dans l'eau d'un bassin, le mouvement des feuilles quand un vent léger traverse la cour, la trajectoire d'un rayon de soleil au fil de la journée. Ce n'est pas un enfant bruyant ni un adolescent pressé. Il avance à son rythme, comme si chaque moment avait sa valeur propre et méritait d'être vécu entièrement. Ses maîtres voient en lui une intelligence solide, mais surtout une disposition rare.
celle de vouloir comprendre avant d'agir, d'écouter avant de parler. Les journées se referment souvent dans le silence studieux d'une pièce où brûle une lampe à huile. La cire chaude et l'odeur des papyrus emplissent l'air. Il recopie un passage, rature, recommence, s'arrête un instant pour écouter les bruits de la ville qui s'assoupit. Dehors, Rome s'agite encore. Mais ici, le temps s'écoule doucement. Et chaque mot tracé sur la tablette est une pierre ajoutée au fondement d'une vie intérieure qui, déjà, prend forme. Les années passent et la réputation du jeune Marcus s'étend au-delà des murs de la maison familiale. Son sérieux, son application, cette façon rare de peser chaque mot avant de le prononcer, finissent par attirer l'attention de ceux qui, à Rome, voient plus loin que le cercle immédiat de leur pouvoir. Un jour, alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge d'homme, l'empereur Hadrien lui-même croise son chemin. Ce n'est pas une rencontre bruyante, ni une audience solennelle. Seulement un regard attentif, un échange bref, mais suffisante pour que l'empereur se souvienne de ce jeune visage grave. Il y a dans les yeux de l'enfant une profondeur inhabituelle, et dans son maintien une discipline qui n'a rien de forcé. Hadrien, vieillissant, songe à la suite. Son héritier désigné, Antonin, est un homme d'expérience et de droiture, mais il faudra penser au-delà. Dans le calme feutré d'une décision politique, il choisit d'attacher Marcus à cette lignée. Antonin adoptera le jeune garçon, assurant ainsi qu'un jour, peut-être, il portera la charge suprême. Pour Marcus, c'est un basculement discret mais profond. Les habitudes de la maison familiale se mêlent désormais aux usages plus solennels de la cour impériale. Les murs ne sont plus seulement ornés de frasques et de marbre, ils sont aussi chargés de symboles, de protocoles et de regards qui évaluent en silence. Les jardins impériaux s'ouvrent à lui comme un monde nouveau. Larges allées bordées de statues, bassins où se reflètent des colonnes blanches, roseraie entretenue avec un soin presque cérémoniel. Il y marche souvent, seul ou accompagné, laissant ses doigts glisser sur les feuillages, écoutant le murmure des fontaines qui semblent parler une langue ancienne. Ces lieux, pourtant somptueux, ne sont pas pour lui un espace de simple divertissement. Il devient un terrain d'observation. Chaque promenade lui offre l'occasion de voir comment les hommes se comportent quand ils pensent ne pas être observés. Les cérémonies officielles rythment désormais ses semaines. De longues processions traversent Rome, où les chants, le cliquetis des armures et l'odeur des encens se mêlent aux frissons de la foule. Marcus marche, vêtu d'une toche impeccable, aux côtés d'hommes qui depuis des années portent sur leurs épaules le poids de l'Empire. Il écoute, répond peu et enregistre tout. Les inflexions des discours, les alliances implicites dans un simple échange de regards, la manière dont un geste peut apaiser ou enflammer une assemblée. Les banquets, eux, sont une autre école. Assis parmi des convives plus âgés, il observe la manière dont les conversations se tissent et se dénouent. La musique flotte dans l'arrière-plan. Les coupes d'argent scintillent sous les lampes, et les plats, richement présentés, passent de main en main. Il goûte à peine, préférant suivre les fils invisibles qui relient ces hommes puissants les uns aux autres. Derrière chaque sourire poli, il devine une intention, un calcul, un souvenir partagé ou une rancune ancienne. C'est à cette époque qu'il épouse Faustine, la fille d'Antonin. Ces noces ne sont pas seulement une union privée, mais un geste politique, attendu et nécessaire. Faustine, vive et gracieuse, apporte dans sa vie une lumière différente. Elle rit facilement, aime les fêtes et parle avec une aisance que Marcus, plus réservé, admire autant qu'il redoute parfois. Il y a entre eux des moments de réelle tendresse, un geste furtif sous une table,
une promenade au crépuscule où leurs voix se perdent dans le parfum des fleurs. Mais il y a aussi des silences. Les obligations, les absences, les attentes de chacun forment parfois une distance que ni l'affection ni la bonne volonté ne suffisent à combler. Au milieu de cette vie nouvelle, plus vaste, plus codifiée, Marcus garde le même noyau intérieur. Il se souvient des leçons apprises enfant, observer avant de juger, réfléchir avant d'agir, et se souvenir que tout, même le pouvoir, est soumis au passage du temps. Dans les jardins impériaux, comme dans la salle du trône, il porte en lui cette conviction discrète, qu'un homme ne se définit pas par le lieu où il se tient, mais par la manière dont il s'y tient. Le jour où Antonin s'éteint, Rome ne perd pas seulement un empereur. Elle perd une figure de constance, un pilier dont la droiture avait contenu bien des tempêtes invisibles. La nouvelle se répand comme une onde sourde à travers la cité, des couloirs du Sénat jusqu'au marché de quartier. Marcus, désormais à la tête de l'Empire, ne ressent pas l'élan triomphal que tant pourrait imaginer. Il n'y a ni vertige d'orgueil, ni ivresse de pouvoir. Seulement un poids, dense et immobile, qui vient se poser sur ses épaules. Plus qu'un trône, c'est une charge qu'on lui confie, une responsabilité qui s'étend des sables brûlants d'Afrique aux plaines humides de Bretagne, des ports animés d'Asie mineure aux forêts sombres du Danube. Les premiers mois sont marqués par un calme relatif, presque trompeur. Les affaires courantes s'écoulent dans la continuité des décisions d'Antonin, et Marcus gouverne aux côtés de Lucius Verus, son co-empereur. Mais bientôt, les signaux d'orage se multiplient. À l'est, une campagne militaire contre les Parthes s'engage, drainant hommes et ressources. Dans les cités, des rumeurs inquiétantes circulent. Une maladie étrange voyage avec les légions, se glisse dans les ports, s'invite dans les foyers. La peste antonine frappe sans prévenir. Les symptômes sont violents, la progression rapide. Les temples voient affluer des foules en prière, tandis que les rues se vident de leurs marchands. Les visages familiers disparaissent les uns après les autres. Marcus visite les malades, malgré les conseils prudents de ses proches. Il sait qu'aucun décret, aucune loi, ne peut arrêter ce qui est à l'œuvre. Ce qui reste, c'est la présence, l'exemple, la fermeté face à la peur. Entre les crises sanitaires, les tensions militaires persistent. Aux frontières du Nord, des tribus testent la vigilance romaine. Des rapports arrivent chaque semaine décrivant des escarmouches, des villages incendiés, des légions fatiguées. L'Empire, immense, ressemble parfois à un navire sur une mer agitée, où il faut sans cesse réparer les voiles et pomper l'eau, tout en tenant le cap. La nuit, Marcus écrit. À la lueur d'une lampe à huile, il dépose sur la cire les pensées qui l'aident à ne pas se perdre dans l'ampleur de la tâche. Il se rappelle que tout homme, fût-il empereur, n'est qu'un corps fragile et une âme de passage. Les honneurs, les statuts, les acclamations, tout cela se dissout aussi sûrement que la rosée au soleil du matin. Ce qui demeure, c'est la manière dont on a servi son rôle, la trace laissée par ses actes dans la vie des autres. Il médite souvent sur la nature du devoir. Gouverner, ce n'est pas plaire, ni dominer, mais préserver, protéger, arbitrer entre des forces contraires. C'est savoir que chaque décision porte sa part d'ombre et de lumière, et qu'il faut avancer malgré l'incertitude. Il se surprend parfois à repenser à son grand-père, à cette façon qu'il avait de commencer la journée par l'essentiel, avant même de saluer le soleil. Cette discipline, Marcus la reprend à son compte, consciente que c'est elle qui lui permettra de tenir.
Dans les moments rares où il peut s'extraire des affaires de l'État, il cherche le silence des jardins ou le murmure régulier d'une fontaine. Là, il se rappelle que le monde continue, même au-delà des drames humains. L'eau suit son cours, les saisons changent, les oiseaux reprennent leur chant après l'orage. Cette permanence de la nature lui apporte un apaisement discret, comme un rappel que l'Empire lui-même, malgré sa grandeur, n'est qu'un fragment dans le temps. Ainsi se déroule le début de son règne, dans la tension entre les urgences du présent et la conscience lucide de la fragilité humaine. Chaque matin, il remet la toge, écoute les rapports, signe les édits, en sachant que le vrai challenge ne se trouve pas seulement dans les batailles ou les réformes, mais dans la constance avec laquelle il doit, jour après jour, porter le poids invisible de l'Empire. La brume monte du fleuve comme un voile, masquant peu à peu les rives boisées. Sur les eaux lourdes du Danube, le courant glisse sans bruit, indifférent aux patrouilles qui veillent sur ses berges. L'aube est grise, froide, et chaque souffle forme un nuage dans l'air glacé. Au loin, la silhouette des collines se devine à travers la vapeur, et l'on pourrait croire que rien ne bouge, que la frontière elle-même retient son souffle. Pourtant, derrière ces lignes immobiles, la vie militaire bat son rythme. Les campements s'éveillent lentement. On entend le craquement des charpentes que l'on renforce, le martèlement régulier des forgerons sur le métal, les pas lourds des sentinelles qui quittent leur poste. Dans l'odeur mêlée de fumée et de cuir, les légionnaires préparent leur journée. Certains réparent une sandale, d'autres affûtent une lame. Tout est simple, répétitif, comme si cette routine avait pour but de tenir l'inquiétude à distance. Marcus vit parmi eux, dans une tente à peine plus vaste que celle d'un centurion. Les parois de toile tremblent sous le vent, et le froid pénètre partout, jusque dans les articulations. Les nuits sont courtes, souvent interrompues par des messagers ou des éclaireurs. Mais dans les instants calmes, quand le camp s'apaise et que seules les braises éclairent les visages, il prend ses tablettes de cire. Là, penché sur la flamme, il écrit. Ce ne sont pas des ordres, ni des discours, plutôt des pensées adressées à lui-même. Il y consigne ses doutes, ses rappels, ses exercices d'âme. Il se parle comme on parle à un ami intime, avec franchise, sans flatterie. Ces mots, personne ne les lira de son vivant. Ils ne sont pas destinés à l'Empire, mais à cet espace intérieur qu'il tente de préserver au milieu du tumulte. Dans ces lignes, il médite sur la brièveté des choses, les campagnes qui passent, les peuples qui se succèdent, les visages qui se perdent dans la mémoire. Il y note aussi ce qu'il croit devoir incarner, la maîtrise de soi, la justice, la patience. L'hiver sur le Danube ne pardonne pas l'impatience. La glace se forme lentement et se brise tout aussi lentement. Il faut attendre le moment juste, agir sans précipitation. Les jours sont rythmés par la discipline militaire, inspection, conseil, exercice. Parfois, il accompagne les éclaireurs jusqu'aux lisières de la forêt. Là, le silence est si dense qu'on entend le frottement des manteaux contre les branches. Tout semble figé, mais il sait que les tribus observent, calculent, attendent leur occasion. C'est dans cette tension invisible que réside la vraie épreuve, la menace constante, jamais tout à fait présente, jamais tout à fait absente. Le soir, après les patrouilles et les rapports, il marche seul le long du fleuve. Le reflet des étoiles tremble sur l'eau sombre. Parfois, il s'arrête pour écouter le courant,
comme s'il cherchait dans ce bruit continu une réponse que les hommes ne peuvent donner. La solitude du commandement se fait plus lourde dans ces moments-là. Ce n'est pas l'isolement physique, il est toujours entouré, mais la distance intérieure qui sépare celui qui décide de ceux qui obéissent. Pourtant, il trouve dans cette solitude une forme d'espace, un lieu où il peut interroger ses propres choix, sans témoin, sans masque. Les guerres du Nord ne sont pas seulement une lutte pour des frontières, elles sont une école de résistance intérieure. Elles lui apprennent que la force ne réside pas seulement dans les armées, mais dans la capacité à rester debout face à l'incertitude, jour après jour. Ainsi, au milieu des plaines gelées, des brouillards persistants et des nuits sans lune, il poursuit son double combat, celui qui se joue contre l'ennemi invisible au-delà du fleuve, et celui plus silencieux encore qu'il mène contre lui-même. Les flammes du camp vacillent, le vent siffle dans les cordages, et quelque part, dans une tente solitaire, un empereur continue d'écrire pour ne pas se perdre. Les années de campagne et de responsabilité ont laissé sur son corps des traces que nul vêtement ne dissimule vraiment. Le visage s'est creusé, les tempes se sont poudrées de blanc, et dans ses gestes, parfois, une lenteur nouvelle trahit la fatigue. Les douleurs s'invitent au réveil, comme de vieilles connaissances. Elles ne sont pas violentes, mais elles restent tenaces, comme un rappel silencieux que la force n'est plus tout à fait la même. Pourtant, il n'y a pas d'amertume. Cette usure, il l'accueille comme on accueille la saison froide après l'été, sans surprise, avec une curiosité calme. Les journées commencent plus tard, dans le silence de pièces baignées d'une lumière douce. Il s'assoit près d'une fenêtre ouverte sur les jardins et laisse venir à lui les bruits familiers. Le ruissellement d'une fontaine, le froissement d'un vent léger dans les lauriers, le pas mesuré des serviteurs. Il regarde le monde autrement, désormais. Les honneurs, qui autrefois semblaient nécessaires pour maintenir l'Empire debout, n'ont plus le même poids. Les statues qu'on dresse à son image, il les sait vouées à s'effriter, comme les colonnes antiques rongées par la pluie. Les louanges, il les écoute avec un sourire discret, conscient qu'elles s'éteindront aussi vite que les murmures de la critique. Le temps lui a appris que tout cela n'est qu'écume sur la surface des jours. Ce qu'il garde, c'est le lien avec ceux qui lui sont proches. Ses enfants, ses amis fidèles, quelques conseillers dont la parole ne cherche pas à plaire. Il parle avec eux longuement, mais sans donner l'impression d'enseigner. Il raconte des histoires, souvent simples, une leçon apprise lors d'une négociation difficile, un souvenir d'enfance, une scène observée dans un marché. À travers ces récits, il glisse des conseils qu'il ne formule jamais comme des règles. Il préfère semer des images, des exemples, et laisser à chacun le soin d'en tirer ce qui lui sera utile. Il leur parle de la patience, de l'importance d'attendre que la poussière retombe avant de juger un événement. Il leur dit que la colère, même justifiée, devient un fardeau si on la garde trop longtemps. Il leur rappelle que la peur se dissout souvent lorsqu'on la regarde droit dans les yeux. Et surtout, il insiste sur cette idée qu'aucune place, aussi haute soit-elle, ne nous protège pas de la fragilité de l'existence. Parfois, au cœur d'un échange, il s'interrompt, non pas parce qu'il a perdu le fil, mais parce qu'un détail l'a arrêté. Un rayon de soleil qui glisse sur une coupe en argent, le rire soudain d'un enfant dans la cour, le parfum d'un arbre en fleurs. Il laisse ces moments se déployer, conscient que leur valeur dépasse celle de bien des victoires militaires. Les nuits sont plus longues, souvent ponctuées de réveils. Il ne cherche pas à les combler de travail ou de lecture. Il reste là, dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière de la maison. Parfois il se lève, marche pieds nus jusqu'à la cour et observe le ciel. Les étoiles, immobiles à l'œil nu,
lui rappelle que l'Empire, avec ses intrigues et ses batailles, n'est qu'un éclat de lumière passager dans l'immensité. Il sent que ses forces s'amenuisent, mais il n'y voit pas une défaite, plutôt une transition, comme si la vie elle-même l'invitait à se retirer doucement sans heurts. Il continue de recevoir, de juger, de décider, mais chaque geste est mesuré, chaque parole pesée. Il ne s'agit plus de conquérir ni de maintenir, mais de transmettre et de préparer ce qui viendra après lui. Dans ce temps ralenti, il trouve une paix nouvelle. Les honneurs et les peurs se sont éloignés, comme la rumeur d'une ville qu'on quitte le matin. Reste l'essentiel, un regard posé sur ce qui demeure, une main tendue à ceux qui en auront besoin, et la certitude que même quand on s'éloigne, la trace laissée peut continuer de guider. L'hiver tenait encore les terres du Nord dans son étreinte. À Vindobona, l'air restait vif, chargé de cette odeur, de bois brûlés et de neige, qui imprègne les jours les plus froids. Derrière les murs de pierre, le camp vivait au ralenti. Les pas des sentinelles résonnaient sur les dalles gelées. Le métal des armes se heurtait parfois dans un tintement discret, et tout semblait enveloppé d'une retenue inhabituelle. Dans une chambre sobre, aux murs blanchis par la chaux, il reposait. Le lit était étroit, couvert d'une laine épaisse, et à ses côtés, une petite table accueillait une coupe d'eau claire, quelques rouleaux de papyrus et une plume encore tachée d'encre. Il ne les avait pas touchés depuis la veille, comme si le besoin de coucher ses pensées avait, lui aussi, pris congé. La lumière entrait par une petite ouverture donnant sur la cour. Elle dessinait sur le sol des bandes pâles, où flottait parfois un grain de poussière, comme suspendu dans l'air immobile. Il observait ces détails avec une attention nouvelle, comme si chaque chose, même la plus banale, avait sa propre importance lorsqu'on sait que le temps se resserre. Par moments, ses yeux se fermaient. Dans le demi-sommeil, il revoyait Rome, les jardins baignés de soleil, les colonnades aux ombres longues, l'odeur chaude du marbre sous l'été. Il revoyait aussi les campagnes, le Danube au petit matin, la brume qui se défait, les visages des soldats autour du feu. Ces images n'étaient ni amères ni triomphantes, mais calmes, comme si elles n'étaient là que pour accompagner, non pour retenir. Les médecins venaient parfois, ajustant la couverture ou écoutant sa respiration. Mais ils n'attendaient plus de remède. Ce n'était pas de la résignation, plutôt une lucidité tranquille. Ils savaient que la vie, comme une campagne militaire, a un point de départ et une dernière étape. Ses proches entraient un à un, rarement à plusieurs. Certains lui prenaient la main, d'autres se contentaient de rester debout, silencieux. Dans ses regards, il y avait quelque chose qui apaisait, comme s'il leur disait que tout était en ordre, que rien ne méritait d'être redouté. Les larmes ne l'effrayaient pas. Il savait qu'elles appartenaient à ceux qui restent et qu'il lui revenait de partir sans agitation. Les heures s'étiraient dans une douceur inattendue. La douleur, vive les jours précédents, avait cédé la place à une fatigue profonde mais paisible. Chaque respiration ressemblait à un pas discret vers un rivage invisible. Il n'éprouvait plus la nécessité de retenir ce mouvement. Lorsque le soir descendit sur Vindobona, la chambre s'emplit d'une lumière plus chaude, venue de l'âtre. Dans la cour, un soldat passa, portant une lanterne, dont la flamme vacillait au rythme de ses pas. Le monde extérieur semblait lointain, presque irréel. Ici, il n'y avait plus que la chaleur du feu, la lenteur du souffle, et ce sentiment étrange que le temps lui-même s'effilochait. Il pensa à ses écrits, à ses pensées notées dans les marges des jours, souvent à l'abri du tumulte. Elles n'étaient pas destinées à la gloire, mais à servir de repère, aussi modeste soit-il, pour quiconque chercherait un chemin dans la confusion des heures. Peut-être survivrait-elle mieux que les pierres ou les victoires. Peu à peu,
le silence gagna encore en densité. Son souffle ralentit, régulier, comme s'il s'accordait au rythme profond du monde. Il n'y eut pas de lutte, pas de crispation, juste une transition, comme le passage de l'aube au plein jour ou du jour à la nuit. Les traits se détendirent, la respiration s'effaça, et la pièce tout entière sembla s'emplir d'une paix discrète, presque palpable. Dehors, la neige se mit à tomber, fine, légère, indifférente au drame des hommes. Les gardes poursuivirent leur ronde, le bois continua de crépiter dans l'âtre, et quelque part, dans le grand silence du camp, on sut qu'un chapitre venait de se fermer, avec douceur, comme on referme un livre que l'on a aimé. La nouvelle se répandit d'abord dans un murmure, glissant d'une bouche à l'autre, traversant les couloirs étroits du camp. Puis elle s'installa, immobile, comme une brume qui ne se lève pas. Les pas des soldats se firent plus lents, les voix plus basses, et même le vent qui soufflait entre les tentes semblait s'être apaisé. Tout paraissait suspendu, comme si le monde, l'espace d'un instant, avait retenu son souffle. Dans la chambre où il avait quitté ce monde, rien n'avait changé. Le lit, les rouleaux, la coupe d'eau encore à moitié pleine, tout restait à sa place. Mais l'air avait pris une densité nouvelle, comme s'il conservait encore une empreinte invisible. Ceux qui entraient se surprenaient à marcher plus doucement, à parler moins fort, par respect ou peut-être par instinct, comme on le fait en présence de quelque chose qui dépasse l'entendement. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange alternance de rituel et de silence. Le corps, traité avec soin, devait retourner à Rome. Le cortège qui se forma était solennel, mais dépourvu d'ostentation. Les visages des soldats, marqués par les hivers passés au nord, reflétaient une gravité simple, loin des démonstrations spectaculaires réservées au triomphe. Ici, il n'y avait pas de victoire à célébrer, seulement une vie à honorer. Le voyage fut lent. Sur les routes gelées, les chabots des chevaux frappaient la terre dure, produisant un rythme régulier qui accompagnait la marche. Les villages traversés restaient silencieux au passage de l'escorte, comme si le cortège transportait non seulement un corps, mais aussi une atmosphère particulière, un poids qui n'était pas seulement celui du deuil, mais celui de la mémoire en train de se forger. Car ce qu'il laissait derrière lui ne tenait pas seulement dans les pierres, les lois ou les campagnes militaires. Ce qui persistait, c'était une façon de voir le monde. Ces phrases, tracées dans le calme des nuits, au milieu des voyages ou des guerres, portaient en elles quelque chose de rare, une voix qui parle à chacun comme à un égal, qui rappelle que les grandeurs et les pertes sont faites de la même matière fragile. Au fil des siècles, ces paroles traversèrent les époques comme un fil discret mais solide. Elles passèrent de main en main, traduites, copiées, murmurées, parfois redécouvertes au détour d'un livre ancien. Elles ne s'adressaient pas aux empereurs seulement, mais à tout être confronté à l'inévitable, le passage du temps, la perte, l'impermanence. Il y avait dans ces mots une invitation claire, mais jamais pressante. Garder la sérénité quand tout semble instable, trouver du courage là où la peur voudrait s'installer, accepter sans amertume ce qui échappe à notre volonté. Pas de promesse d'échapper aux épreuves, mais la certitude qu'on peut choisir la manière de les traverser. Ainsi, même longtemps après que la poussière eut couvert les routes qu'il avait foulées, sa présence demeurait. Non pas dans le bruit des batailles ou la grandeur des arcs de triomphe, mais dans ces instants où quelqu'un,
seul face à ses pensées, trouve dans une phrase ancienne une forme de clarté. Les générations changeaient, les empires s'effaçaient, mais la voix restait, égale, sobre, presque familière. Et si son temps parmi les vivants s'était achevé dans une chambre froide du Nord, son héritage, lui, ne connaissait pas de saison. Il se déplaçait de mémoire en mémoire, parfois en silence, parfois lu à voix basse, comme une conversation intime entre deux esprits séparés par des siècles, mais reliés par les mêmes questions. Le calme qui suivit sa mort n'était pas un vide. C'était une respiration, un espace où chacun pouvait mesurer ce qui comptait vraiment. Et dans ce silence, on pouvait presque entendre non pas une injonction, mais un simple rappel. Vivre avec justesse, accueillir ce qui vient, et, lorsque l'heure arrive, partir sans crainte. Ainsi, son départ ne fut pas une disparition totale, mais une transformation. Il n'était plus là pour guider par ses gestes, mais il continuait à accompagner par ses mots. Ces mots qui, encore aujourd'hui, trouvent leur chemin jusque dans les mains de ceux qui cherchent à vivre non pas plus longtemps, mais mieux.